Il y avait presque un côté surnaturel, mystique. Ouais, grave. J'ai totalement conscience que ça fait qui je suis aujourd'hui. On va tout savoir. Ça remonte à quand la dernière fois que tu t'es retrouvé comme ça dans un confessionnal? Jamais. Jamais? Non. Ça va, t'appréhendes pas trop? Non, ça va. Enfin, j'ai des raisons d'appréhender ou pas? Non. Bah... Aller se confesser, c'était une manière de purger un petit peu, d'avouer, voilà, c'est quoi les choses dont j'ai honte. Quelles sont les choses qui m'éloignent de Dieu, en fait. Pour les personnes qui vont se confesser, pour moi, c'était ça, en fait. C'était une manière de dire, voilà, bah, cette année, je viens me confesser, il y a eu ça qui m'a éloigné de Dieu, et qu'est-ce que je vais faire pour m'en rapprocher, en fait. Avant tout, c'est pour dire les belles choses qu'on vit, les fois où on sent que dans notre monde, bah, y a pas que du hasard, quoi. On touche un peu l'invisible. Et quand justement on a dit toutes les fois où bah, on sentait une vraie gratitude envers la vie, envers Dieu, on reconnaît aussi toutes les autres fois où on est passé à côté, peut-être un peu trop centré sur soi et tout. Et tu vois, je crois qu'on confesse nos péchés à la lumière de ce qu'on ressent de l'amour de Dieu. Il me semble. C'est un peu de la psychanalyse religieuse, quoi. Je sais pas, j'ai un peu ça, non? Non, mais c'est bien dit. Et en plus, de toute façon, nous, quand on est aux formes pour être prêtre, on nous fait plus de 3 ans de psycho. C'est que c'est vrai que, mine de rien, on est là pour aider les gens. Ah ouais? Et je pense qu'il y a une vraie différence entre ce qu'essaye de faire le psy et ce qu'essaye de faire humblement le prêtre. Mais au fond, ouais, on essaye de décharger le cœur humain de tout ce qui l'alourdit, quoi. Je crois que tu touches juste. Je pense que, historiquement, les prêtres étaient un peu les premiers psychologues, hein. Ouais. Mais si, un peu, si on regarde un petit peu dans l'histoire, c'est un peu comme ça. Ah mais carrément. La psychologie, passe, en fait, c'est tout récent, ça a 150 ans, quoi, avec Freud, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle comme ça. Mais en fait, avant, non, carrément. C'était les confesseurs qui étaient un peu les premiers psys. Bah, tu vois, on remonte dans le temps, en fait, en rentrant dans ces belles boîtes là. Ouais. T'as même la petite auréole qui brille déjà, t'es au top. Oh là là, incroyable. Mais justement, l'auréole, t'as une idée, toi, à quoi ça ressemble là-haut? Genre ma vision du paradis. Ouais. J'ai rencontré un mec qui a produit et écrit pour Michael Jackson. Pas n'importe qui. The Gars, tu vois. Et c'était au moment où tu te demandais si t'allais pas tout arrêter, quoi. C'est ça. Ah bah ouais, il y a quand même des fois des moments du destin. Mais tu peux pas rentrer chez toi, c'est pas possible. Est-ce qu'on est en mode petit Angelo Potelé, tu vois, à la Michel-Ange, là, sur le plafond de la chapelle Sixtine? Est-ce qu'on est une goutte d'eau perdue dans l'océan de la sérénité de Dieu? Est-ce que... En fait, je matérialise pas ça, si tu veux. Pour moi, le paradis, ce serait vraiment un endroit... Je dirais, mais j'ai même pas envie de dire un endroit, puis c'est pas un lieu, ce serait un moment, on va dire, où on a la paix. Pour moi, le paradis, c'est vraiment un moment de paix. Pour moi, l'idée de me dire une vie après la vie, pour moi, serait source d'angoisse. Le jour où ma vie sera terminée, où j'aurai vécu ce que j'aurai à vivre, l'idée de me dire j'arrive aux portes du paradis avec Saint-Pierre et de me dire ah ouais encore quoi, tu vois ce que je veux dire? Cette idée-là me plaît pas. Pour moi, le paradis, c'est vraiment ce truc de maintenant j'ai fait ma vie, j'ai fait ce que j'avais à faire, avec mon lot de bonnes choses, avec mon lot de mauvais moments, etc. Et maintenant, c'est la paix. Ah, mais je crois que tu touches très juste. L'éternité, c'est comme ça qu'on dit. C'est pas l'immortalité. Des fois, les gens, ils confondent. Et c'est sûr que si on a eu une vie hyper éprouvante, on peut s'imaginer, mais purée, si c'est pour qu'après, ça soit... Voilà. Et en fait, non, l'éternité, ça veut dire hors du temps. C'est un peu comme ces moments de... Voilà, on a passé une super après-midi en famille et on regarde, il est déjà 19h, on n'a pas vu le temps passer. Je crois que c'est ça, tu vois. On sent cette paix, cette quiétude intérieure que presque rien ne pourrait nous faire dissiper. Et ouais, non, je pense que tu touches assez juste. T'as des habitudes un peu spirituelles? Ma spiritualité, je l'ai développée au fur et à mesure des années par tout ce que j'ai vécu, par mes croyances, etc. Je crois énormément en l'énergie. Je lis énormément de bouquins sur l'énergie que tu vas avoir dans ton corps, en fait, et ce que tu vas dégager. En gros, si tu veux, j'ai un principe qui est que un atome est fait de 1% de matière et donc de 99% d'énergie. Amen. Donc, je suis faite de 99% d'énergie, logiquement. Donc voilà, c'est un peu basé sur ça. Après, ouais, j'ai ce que j'appelle mes guides, quoi. Donc ça va être quelqu'un que je vais personnaliser, un esprit que je vais personnaliser, ou quand je vais pas bien, ou quand j'ai besoin de me plaindre, ou quand j'ai besoin de discuter, mais que je suis toute seule dans ma chambre, et ben je vais discuter quand même toute seule, c'est pas grave. Et moi, ça peut paraître un peu fou, mais c'est ma manière d'expulser, on va dire. Ouais, ou de laisser s'exprimer. Et si on est plus que des animaux, qu'on a ce côté un peu transcendant en nous, c'est normal qu'on ait besoin de le partager à d'autres. Alors nous, chez les chrétiens, on parle un peu des saints, ces gens qui sont là, peut-être invisibles à nos yeux, mais qui pourtant veillent sur nous. Nos grands-parents, peut-être, qui sont déjà montés là-haut et tout. Et non, au final, c'est un peu prier ce que tu fais. C'est un peu prier. Mais je l'associe à ça, hein. En fait, c'est un peu prier, sauf que c'est vrai que bon, la prière, il y a des choses qui sont déjà écrites un peu ritualisées, oui. Il y
y a quelque chose un peu de l'ordre du rituel. Il y a des choses dont on a besoin de parler, n'importe quel humain a besoin d'extérioriser certaines choses, mais on peut pas en parler à ses potes, on peut pas en parler à ses parents, on peut pas en parler à son mec ou à sa meuf, quoi. Et parfois on a besoin juste de le dire, et parfois si je suis toute seule dans mon salon, je vais le dire à mon chat, ou je vais juste le crier bien fort dans mon salon en disant ça et du coup ça fait du bien juste de le dire, et c'est bon, maintenant la journée elle peut continuer, quoi. Tu donnes des super tips là de justement savoir extérioriser ça. Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu catharsis qu'on a besoin de faire ressentir le démon qui est en nous. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu dis sur le fait que nous rappeler qu'on est fait à 99% d'énergie. Il y a des jours où on se lève le matin, on est juste lourd, quoi. On n'est pas dans un bon mood. Et en fait, quand on se redit ça, ça peut trop nous aider à démarrer la journée sur un bon pied, quoi. Mais il y a des rituels, alors après on y croit pas, qui ont démontré que si on se réveillait le matin et qu'on se forçait à sourire pendant 10 minutes, même un sourire forcé absolument affreux, le cerveau ne fait pas la différence entre un faux sourire et un vrai sourire, et donc ça sécrète de la dopamine, en fait. Je pense que ça n'existe pas la recette de je vais bien tout le temps. Je pense juste que quand on arrive à avoir une certaine spiritualité, on arrive à comprendre que on n'est pas forcément responsable de toutes nos humeurs, et du coup lorsqu'on a une humeur qui est désagréable, on doit être capable de se dire ok, là ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer ça. Il y a des gens qui vont très mal, ils ont ce truc de dire je n'arrive pas à vivre avec moi-même. Il y a quand même une dissociation lorsqu'on dit ça, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de vivre avec toi-même, mais tu es une seule personne. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que du coup, lorsqu'on s'intéresse à soi-même, et lorsqu'on s'intéresse à nos moments pénibles, on prend conscience que finalement, quoi qu'il arrive, on sera la seule personne avec laquelle on finira notre vie et que du coup, c'est à nous en fait d'apprendre les tips pour faire en sorte de passer un bon moment, en fait. C'est un peu ça, hein, la vie, hein. On sait pas combien de temps ça va durer, mais il faut essayer de passer un bon moment, quoi. Ça, c'est bien, c'est que ça me fait penser. Oui. C'est quoi pour toi, Morgane? Qu'est-ce qui donne du sens, du goût, du prix à ton existence? Je saurais pas te dire, il y a plein de choses différentes, plein de moments différents. Je pense que j'en découvre des nouveaux tous les jours. Moi, ce qui me donne du sens, ça va être vraiment d'avoir des nouveaux projets à chaque fois. C'est vraiment ce qui m'anime. Je peux me faire avaler par ma flemme très facilement, et je déteste être spectatrice de ma vie, qui n'est pas du tout compatible avec la flemme. Et c'est pas du tout l'image que tu donnes quand on voit tous les projets que tu fais. Mais c'est pour ça, en fait, c'est que la seule manière de me sortir de cette flemme maladive, un petit peu de ce truc de c'est de me forcer à faire des trucs, de pas me laisser le choix. Donc c'est comme ça que je fais, mais depuis des années, hein, même quand je vivais à Annecy, que j'étais en école de graphisme. Le vendredi soir, je bossais dans un bar en Suisse pour mettre des sous de côté. Le samedi, j'étais apprentie tatoueuse l'après-midi dans un shop à 10 km. Parfois, je regarde en arrière, je suis là, mais j'étais complètement tarée, quoi. Genre, je me laissais pas le temps de me reposer, parce que j'adore rien faire aussi, parce que quand je me pose, je suis là, c'est bien. Ça fait du bien un peu de temps en temps, quand même. Oui, c'est ça. Mais du coup, j'apprécie encore plus maintenant, justement, ne pas être spectatrice de ma vie et de me dire c'est trop bien, je suis en train de cocher toutes les cases de tout ce que je veux faire de ma checklist avant de mourir, quoi. Tu vois. Ah, c'est génial, c'est tout ce que je te souhaite. Et justement, des fois, il y a des gens, ils disent voir Venise et mourir. Toi, c'est quoi le truc que tu voudrais faire avant le grand passage, quoi? Non, mais le truc. Non, si tu devais en choisir juste un. Juste un, j'aimerais bien faire le tour du monde. Voilà. À pied? En bateau? En voiture? En jeep? Tout véhicule confondu. Prendre le temps d'aller comme ça, dormir chez l'habitant, ou plutôt mode hôtel, piscine? Tout. Vraiment dormir chez l'habitant, rencontrer des gens en auberge de jeunesse, aller dans des temples en Asie. J'ai vraiment cette curiosité de la culture étrangère, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la teuf, que ce soit dans la musique. J'ai toujours aimé voyager. Il y a une espèce de liberté et d'inlassitude, je sais pas si ça se dit. Non, mais on a compris ce que tu voulais dire, ouais. La meuf invente des mots. J'imagine qu'à la fois aussi bien on prie différemment d'ici à l'autre bout du monde, mais même un concert de rap, ça doit pas être la même chose du tout si t'es à Bombay ou si t'es à Rio de Janeiro. Mais j'espère, parce que du coup parmi ces trucs, cette checklist à faire avant de mourir, c'était de réussir à vivre de la musique. Parce que cette envie de faire le tour du monde, ça a toujours été un peu dans ma tête, mais bon, c'est bien mignon, faire le tour du monde, voilà, c'est rigolo, mais une fois que tu l'as fait, bon bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi, tu vois. Mondiale. Voilà, j'espère que ça fait partie
partie des trucs que j'ai envie de faire à un moment donné. Alors je sais pas si je ferai le tour du monde, mais j'ose espérer que mon métier m'apportera la possibilité de voir le plus de pays possible, de voyager le plus possible. T'aurais imaginé que t'en serais là aujourd'hui? Je l'imaginais secrètement. C'est bien, il faut cette petite ambition. C'est pas de l'orgueil, c'est la fierté de voir les capacités que la vie a mis en nous, que quand t'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans. Je sais pas où je m'imaginais, mais je crois que je m'imaginais pas trop. Au fond de moi, je m'imaginais un peu chanteuse, un peu vivre de ça, tu vois, mais j'étais pas dans le même mood, quoi. Moi, j'étais intéressée par la fête, par la découverte, par mes potes. Je voyageais en autostop, je faisais tous les festivals reggae du coin, quoi. T'as eu des dreadlocks? J'ai eu des dreadlocks. On veut les photos, on veut les photos. Non, il y en a pas. Non, j'ai eu des dreadlocks quand j'avais 14 ans. J'ai chiné mes parents toute mon enfance pour avoir des dreads. Faut savoir que mon meilleur ami d'enfance s'appelait Mehdi. Il était noir, son père était noir et rasta et portait des locks, et Mehdi portait des locks. Et moi, du coup, je voulais des locks comme Mehdi, et je disais à ma mère, mais je veux des dreadlocks. Et ma mère me disait, mais socialement, ça passe moins bien. Elle me disait, je peux pas te faire des dreads. Genre, ça va pas passer, quoi. Et moi, je comprenais pas. Enfin, tu vois, cette espèce d'innocence de l'enfant, quoi. C'est vrai que je disais, mais pourquoi Mehdi, il a le droit d'avoir des locks, c'est pas moi, quoi. Et c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, je suis là, bah oui, évidemment. Mais voilà, j'ai fait ma crise identitaire quand j'ai eu 14 ans, j'ai fait mes dreadlocks, je les ai gardés 1 an. C'était ridicule, mais c'était rigolo. J'ai eu ma période permanente. J'ai voulu essayer. Ah ouais, t'imagines, je les avais pas aussi longs que toi, mais je pense qu'ils étaient quand même là, et je voulais voir ce que ça faisait d'avoir les cheveux comme un petit mouton, tu vois. Donc je comprends ton trip. La permanente, je suis pas passée, j'ai failli, mais j'ai pas honte de grand chose, hein. Honnêtement, même les trucs où je pourrais avoir honte, j'ai totalement conscience que ça fait qui je suis aujourd'hui. Donc non, j'ai pas honte de grand chose. Après voilà, j'ai eu ma période gothique où j'étais à fond dans le métal, quoi. Donc non, mais c'est bien, c'est très beau ce que tu dis, parce que moi je suis convaincu que c'est nos petites imperfections qui laissent passer la lumière de ce qu'on est. Dans la Bible, à un moment, ils ont cette image, il dit que les hommes, c'est un petit peu comme des vases dans lesquels Dieu a mis son esprit. Et en fait, un vase d'argile, il faut qu'il ait des petites imperfections, des petites impuretés pour laisser passer la lumière qu'on met à l'intérieur. Donc en fait, c'est super profond. Non, mais si, moi je suis fan, il faut qu'on assume l'entièreté de ce qu'on est. C'est ça qui nous a fait devenir ce qu'on est, quoi. De toute façon, on peut pas y changer grand chose, quoi. Donc soit on l'accepte, soit on vit dans la honte toute notre vie, mais dans tous les cas, on peut pas changer grand chose, quoi. Donc autant avancer. Je pense que ce qui est important, c'est le moment présent, quoi. C'est ce qui se passe maintenant et ce qui se passe après. Voilà. Réussir à vivre dans l'instant. Ça, je crois que c'est une difficulté à notre génération. On est toujours à se projeter ou sur les trucs qu'on n'a pas réussi, ou alors on se projette dans un avenir qui nous paraît tellement trouble, tellement flou de temps en temps. Tu lui dirais quoi aujourd'hui, que tu commences à plutôt pas mal réussir, à la petite de 18 ans que t'étais? T'en as combien aujourd'hui? 26? 28. Pardon. C'est pas grave, on peut m'en donner 10 de moins, y a pas de problème. Donc ouais, justement, la petite que t'étais il y a 10 ans, qui était là entre tantôt faire du tatouage, tantôt trouver des petits boulots pour pouvoir parcourir comme ça les festivals et tout, tu lui dirais quoi? Je lui dirais de rien changer. De continuer à faire la fête, de continuer à faire des découvertes, de continuer à faire des erreurs, à dire des bêtises. Je pense que j'ai eu de la chance d'être quelqu'un d'extrêmement curieux et j'ai eu de la chance d'avoir des parents derrière qui m'ont jamais rien interdit, sauf d'avoir des locks. J'ai ce truc en fait où mes parents m'ont jamais rien interdit, c'était en mode découvre la vie, mais ils restaient derrière un peu en mode si ça va trop loin, je suis là pour rattraper, quoi. J'ai eu beaucoup de chance parce que voilà, je me suis jamais freinée sur quoi que ce soit et j'ai juste au fur et à mesure de mes expériences et de ma curiosité, appris ce qui était bien ou mauvais pour moi. Ça veut pas dire que j'ai la recette du kiff, loin de là. Mais j'ai 2-3 tips pour quand ça va pas trop, quoi. Ou, voilà. J'ai 2-3 tips sur comment j'ai envie de mener ma vie aujourd'hui. Et justement, c'est à ceux qui te regardent, là, à tes fans. Hier, je parlais de toi au collège, mais ils sont tous « Ah, mon gars, et tout !» Et tu leur dirais quoi à ces petits jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, pour si tu devais leur partager un de tes petits tips pour réussir à traverser les tempêtes? On est d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, mais je suis intimement persuadée que dans la vie, lorsque tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Je pense que je dirais assez pré-adulte, si je les rencontrais, c'est vraiment si vous avez envie de faire un truc, faites-le à fond, mais donnez-vous à fond. Et arrêtez de trouver des excuses, parce que des excuses pour pas faire, il y en a toujours. Quand on veut arriver à un projet, c'est toujours dur. C'est jamais facile de développer quelque chose. Même une fois qu'il est développé, c'est jamais facile d'aller plus loin. Et il faut accepter de rater, il faut accepter de se casser la figure. Jamais personne n'est né un génie, ça existe pas, quoi. Il faut juste bosser. Ça veut pas dire bosser à l'école, hein. Moi, j'étais pas du tout faite pour le modèle scolaire. J'ai eu mon bac parce qu'il fallait l'avoir, j'ai fait ce qu'il fallait, mais le modèle scolaire était absolument pas fait pour moi. Mais j'ai investi mon énergie dans autre chose.
et je me suis découvert des talents dans autre chose, alors que j'étais intimement persuadée que j'étais un peu nulle, quoi, dans tout. Enfin, franchement, je suis sortie du lycée, j'étais un peu en mode genre, bon, je suis bonne à rien, quoi. Et des fois, c'est vrai que le système scolaire dans lequel on est, ça valorise pas toutes les compétences cachées qu'on peut avoir. C'est Et ça. dans un monde hyper exigeant, des fois, on peut être un peu perdu. Mais c'est génial ce que tu dis, ça me fait penser à une citation. J'arrive plus à retrouver qui dit « Le succès, c'est 90% de travail ». Et je pense que c'est ça, quoi. Faut vraiment, si on se donne les moyens, si on y croit, ça me fait un peu penser à la loi de l'attraction, ce que tu dis. Soyons déterminés sur ce qu'on veut. Et en fait, on va mettre toutes nos énergies intérieures et puis faire converger le monde entier vers notre objectif, quoi. Mais c'est ça, la loi de l'attraction, c'est pas juste de vouloir quelque chose, hein, parce que tu peux vouloir gagner à l'euro million. tu peux vouloir gagner à l'euro million, c'est pas en disant je veux gagner à l'euro million tous les soirs dans ton vie que ça marchera. Par contre, si tu joues tous les jours, bon bah peut-être que ça finira par marcher. Mais en fait, il y a ce truc où lorsque tu veux quelque chose vraiment, que tu le veux vraiment, normalement, l'énergie qui tourne autour de toi, l'énergie que tu vas dégager, va jouer sur tes actions, va jouer sur la manière dont tu vas fonctionner dans tes interactions avec les gens, dans ta vie, etc. Qui va faire que sans même t'en rendre compte, tu vas faire des choses qui vont t'amener vers ce but-là, en fait. Tu viens de sortir ton premier album, et pour le coup, il y a la comédie musicale qui va s'enchaîner. C'est ça. Et en fait, c'est TikTok qui t'a lancé dans tout ça, c'est cette rencontre-là qui a aidé justement à gravir quelques échelons plus vite. Il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés entre-temps aussi. J'ai rencontré l'équipe avec laquelle je bosse aujourd'hui. En fait, une bande de potes avec qui je me suis très bien entendue musicalement, qui m'ont aidé à me sortir de contrats de contrats foireux, on va pas dire les choses comme elles sont. Et puis les choses se sont fait petit à petit. Je pense que là-dedans aussi, j'ai eu énormément de chance, hein. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer des gens qui sont prêts à monter un projet tout entier autour d'une carrière artistique. Et en fait, après, bon, il y a eu le confinement, et puis TikTok, c'est moi qui ai un peu poussé le truc parce que j'avais envie de comprendre, parce que les réseaux sociaux, ça m'a toujours fasciné, parce qu'on a des outils de communication dans nos mains. Puis voilà, moi, on m'a tellement fermé de porte dans la musique, on m'a tellement dit tu feras jamais rien que ouais. Ah ouais, non, mais c'est que justement, on se dit, il n'y a pas beaucoup de filles dans le rap, donc une qui perce un petit peu, surtout que toi en plus tu défends tes valeurs, on sent que t'as vraiment des idéaux auxquels tu tiens, quoi, sur... je veux pas faire de la politique, hein, c'est quelque chose sur lequel je mets vraiment un point d'honneur, mais je pense que dans l'écriture, j'ai toujours des choses à dire dans laquelle mon public peut se reconnaître parfois, et c'est ça qui est intéressant pour moi, tu vois, c'est lorsque je rencontre des ados qui écoutent ma musique, et c'est ça que je préfère, lorsque je rencontre des ados qui sont fans et tout, et qui me disent j'adore ta musique, elle m'a trop aidé à nanani nanana, je me dis punaise, peut-être que ma musique peut leur faire ressentir le kiff que moi j'ai pu ressentir à leur âge, lorsque j'écoutais du Orelsan ou du Sum 41, ou tu vois ce que je veux dire. Carrément. J'ai jamais été aussi fan que lorsque j'avais cet âge-là, que lorsque j'étais ado, en fait, parce qu'il y a une dimension tellement huge que... Ah, et puis ces chanteurs qu'on adore, comme tu dis, on revit à travers leurs textes ce qu'on a vécu nous-mêmes. Quand tu fais un rap sur une rupture et que tu lui dis ces 4 vérités à celui qui t'a quitté, quand tu parles du quotidien comme chez Starbucks, enfin, on se retrouve là, tous à avoir vécu ça. Ah non. Ça. Et quand en plus tu réussis à nous mettre ça dans une bonne cadence qui fait du bien et tout, enfin non, ouais, je comprends que tu... Starbucks, c'était facile, j'y ai bossé 3 ans, donc j'ai eu le temps de... j'ai eu le temps, si tu veux, j'avais toutes les punchlines, je les avais déjà, c'est allé assez rapidement. Mais oui, enfin, on l'a tous fait, on s'est déjà tous et toutes fait plaquer, et du coup, on a écouté une chanson bien triste pour bien se faire mal, pour bien aller... Non, c'est bizarre ce problème. Excuse-moi de te couper, mais quand on va mal, on a besoin d'écouter une musique triste, de se mettre dans une pénombre, enfin, pourquoi moi, personnellement, j'ai ce truc où quand je vais pas bien, je sais que le temps seul va faire que je vais aller mieux, mais que moi, il y a le travail que je vais mettre dessus, en fait. Je vais prendre l'exemple d'une rupture. Lorsque j'ai une rupture, je sais très bien que après, je vais couper totalement les ponts. Je vais vraiment essayer de plus penser à cette histoire. Mais avant, j'ai besoin de pleurer tout ce que j'ai à pleurer. Donc là, il est 17h. Si à 19h, j'ai envie de tout couper, de plus avoir à y penser et d'oublier cette histoire, je vais pleurer tout ce que j'ai à pleurer, écrire tout ce que j'ai à écrire et vraiment vider toutes ces émotions le plus possible. Comme ça, après, je me suis bien calmée. Et t'arrives à manager tes émotions comme ça, enfin vraiment te dire, allez, et je sors tout, et au moins comme ça, après, je tourne la page. Mais c'est pas du management, mais tu vois, on a ouvert des Fury Rooms. Tu vois ce que c'est ou pas? Ah, c'est pas le truc où on casse tout là? Ah, j'ai déjà vu ça aux zapping. C'est ça. Le principe, c'est vraiment d'y aller et tout péter et de après ça va mieux. Et en fait, si tu veux, c'est ça. Lorsqu'on a besoin vraiment de se faire du mal, de sortir tout ce qu'on a à sortir. Je ne peux pas, non, bien sûr, si je te dis à 17h, je peux pas à 19h avoir tout oublié. Mais c'est plus, maintenant il est 19h, c'est l'heure où, même si j'ai envie de pleurer encore dans mon lit, non, je vais sortir, je vais aller voir mes potes, je vais boire un coup, je vais aller au ciné, je vais
et me forcer un petit peu à me faire violence et à pas penser à ça. On peut être centré sur ce qui va pas, c'est pas ça qui va le faire disparaître. Quand il y a quelque chose de ténébreux en nous, bah, il faut se recentrer sur la lumière, quoi. C'est ça qui va petit à petit faire dissiper tout. Ou juste l'accepter. Alors l'accepter, voilà, et puis après quand tu dis de repartir avec les potes, essayer de retrouver du bon et tout, enfin voilà, on se remet dans un mood qui nous tend vers la joie, quoi. C'est ça à quoi on est appelé. C'est ça. Après, moi, parfois, ça m'est arrivé de pas forcément en avoir envie. Hein. Ah bah oui. D'aller voir mes potes et d'être autour de la table et d'être là. J'ai pas envie d'être là, quoi. J'ai envie d'être sous ma couette et de regarder des films nuls. Mais, à force de se forcer, le premier jour, ça va être dur, le deuxième jour, ça va être un peu moins dur, le troisième jour, puis le quatrième jour, on va kiffer. Et puis voilà. Puis en fait, en se créant des souvenirs, on se crée des bons moments aussi. Et moi, c'est ma manière de fonctionner. Je dis pas que c'est une solution, hein, mais... Ah non, mais je crois que ça marchera bien. Et que c'est ça qu'il faut faire. Bah, franchement, merci Morgane. Tu vois, là, on était donc dans un confessionnal. Tu l'auras bien compris. Oui. Et pour le coup, souvent dans ces lieux-là, et ben à un moment ou à un autre, on ouvre la Bible et j'ai préparé des petits bouts de Bible, des petits bouts de Bible, des petits versets. Des petits bouts de Bible. Ça, c'est un truc de chrétien. Des fois, ils ouvrent un peu la Bible au hasard pour voir un peu, bah tiens, qu'est-ce que Dieu il me dit aujourd'hui. Si ça te dit d'en piocher un, voir ce que l'univers te dit pour aujourd'hui et pour demain. L'univers me dit pour aujourd'hui. Elle est trop mignonne, j'ai pris une rose bleue comme moi. Ça, c'est l'avantage d'avoir des magnifiques ongles. Vous êtes la lumière du monde, votre lumière brille devant les hommes. Bah, c'est vraiment ce qu'on te souhaite, d'être à travers tout ce que tu vis aujourd'hui. De briller et d'être la lumière pour les autres. Moi, c'est ça dont je suis fan dans l'image de la lumière. C'est que c'est à la fois ce qui nous permet d'avancer quand on est un peu dans l'obscurité, mais c'est aussi ce qui réchauffe, quand on a le cœur gros et tout. Et c'est ce qui fait briller. La lumière, c'est ce qui te fait briller, là. Tu peux la garder ? Ah bah à fond. J'ai plein de petites phrases d'auteurs que j'aime bien coller chez moi, donc je la rajouterai. Carrément. Surtout que ça, c'est l'auteur magistral. Voilà, c'est ça. Exactement. Bah, franchement, merci Morgane. Bah, merci à toi. C'était très cool. Carrément. C'est un très bon moment. Moi aussi. Pour ma première confession. Vraiment, merci à toi. Merci.